Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Suite à la sortie d'un rapport extrêmement critique au sujet de la voiture hybride rechargeable en Suisse, j'ai décidé de consacrer cette émission à ce mode de propulsion. Je vais faire référence à des notions techniques, fiscales et environnementales qui seront basées sur les technologies employées et donc sur différents types d'hybrides. Afin de bien comprendre mon propos, si vous n'êtes pas familier des différentes technologies que je vais évoquer, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'explication de l'hybride que je vous mets dans les fiches et dans la description. Je vais également effleurer le sujet de la recharge de ces véhicules, sujet qu'on pourra rapprocher de celle de toutes les voitures électriques. Ce sujet sera traité très prochainement dans une longue vidéo qu'il serait dommage de rater. En vous abonnant à la chaîne et en activant toutes les notifications avec la cloche, vous serez prévenu de sa sortie. Voilà, on a posé le sujet, il est temps de s'y mettre. Le 11 janvier dernier, Mark Müller, journaliste suisse désormais très connu dans le monde de l'électromobilité, a publié une vidéo relayant un rapport d'Impact Living, un cabinet de consulting dont il est l'un des acteurs. Je vous mets la vidéo dans les fiches et en description, ainsi que les liens vers le rapport et l'entreprise. Déjà co-auteur de À contresens le film, une enquête fouillée et sourcée sur la voiture électrique, son rapport a fait grand bruit dans le canton du Valais, où, en réaction à ses conclusions, les autorités ont purement et simplement supprimé les aides fiscales liées aux hybrides rechargeables. Voyons maintenant les données recueillies et leurs implications. Tout d'abord, l'impact des véhicules rechargeables testés est réel en termes de consommation. 4,94 litres au 100 contre 7,4 litres au 100. C'est une amélioration substantielle. Pour autant, on est bien loin des consommations annoncées par les constructeurs, généralement moins de 2 litres au 100, mais surtout des émissions correspondantes. Avec une moyenne légèrement supérieure à 118 grammes de CO2 pour 100 km, les hybrides rechargeables sont au-dessus de la limite des objectifs d'émission 2021 et supérieurs aux évolutions futures. En clair, ce mode de propulsion ne permet pas de contrebalancer les émissions des véhicules plus anciens qui vont continuer à rouler, c'est légitime, et être inutile pour la décarbonisation des transports. Sur le lot testé, les émissions des véhicules PHEV sont 116% plus élevées que ce qu'annoncent les constructeurs, contre un écart de 26% pour le lot de voitures thermiques de référence. S'il y a de gros écarts entre les différents utilisateurs, même les conditions avantageuses de la zone montagneuse du Valais permettant une forte récupération d'énergie au ralentissement ne démontrent pas un avantage significatif pour ce mode de propulsion. Ces habitudes d'utilisation sont d'ailleurs une raison majeure de préoccupation, car une majorité des conducteurs n'ont pas les informations nécessaires pour s'en servir de manière avisée. Pire, une très grande partie du panel aurait largement pu passer à la voiture électrique sans souci s'ils avaient eu des informations factuelles et réelles. Le point positif pourtant est que les utilisateurs de voitures hybrides rechargeables sont majoritairement enclins à choisir une voiture 100% électrique lors de leur prochain achat, ce qui constitue un tremplin intéressant pour le futur. Bon, on a une étude, un point de vue et une région donnée. Pouvons-nous généraliser cela? Après quelques recherches sur Internet, je me suis arrêté sur 3 articles qui sont très instructifs sur le sujet. Commençons par 2 essais réalisés par Automobile Propre, site bien connu en France. Je ne le cite pas souvent, mais si ces éditoriaux sont souvent plus des attrape-clics que de réels articles sourcés, les essais sont plutôt bien faits. Les liens vers les articles sont bien entendu dans la description si vous voulez en savoir plus et approfondir le sujet, ce que je vous conseille fortement pour vous faire une opinion éclairée. En décembre 2021, le site a réalisé l'essai du Hyundai Tucson PHEV. Sa fiche technique est alléchante, 62 km d'autonomie tout électrique et une consommation mixte de 1,2 litre au 100, débouchant sur des émissions de 39 grammes de CO2 par kilomètre. Voyons maintenant ce que ça donne dans la vraie vie. Si l'autonomie en tout électrique s'avère correcte avec un bon 57 km réel, il en va tout autrement pour les consommations. En mode automatique, qui privilégie le mode tout électrique, l'auto consomme 4 litres 1 au 100, soit 3,4 fois plus qu'annoncé. En mode hybride, ce n'est guère mieux avec entre 6 litres 9 au 100 et 7 litres 2, en fonction de la charge de la batterie. Pire encore, sur les longs trajets, le coréen engloutit de 7 litres 9 à 8 litres 1 au 100 km. Ceci respectivement sur route et autoroute, soit sensiblement les consommations d'un diesel équivalent. C'est donc entre 3 et presque 7 fois plus de consommation que celle annoncée par le constructeur.
Prenons un second exemple, le Renault Captur E-Tech rechargeable. Celui-ci est donné pour 50 km d'autonomie en 100% électrique avec une consommation moyenne de 1,3 litre au 100. Voyons les résultats de l'essai d'automobile propre. L'autonomie toute électrique est ici bien plus réduite dans la vraie vie que celle annoncée, à peine 33 km. Sans surprise, les consommations s'échelonnent de 4,6 litres au 100 dans le meilleur des cas et jusqu'à 7,5 litres au 100 dans le pire. Soit près de 3 à 6 fois plus que les consommations annoncées par le constructeur. Encore une fois. Bon, la cause est entendue. Pas tout à fait. On pourrait me targuer de prendre uniquement des articles de médias favorables aux voitures électriques. Je vais donc compléter avec un article de la presse automobile généraliste. Dans un article de décembre 2020, eh oui, finalement la problématique est connue depuis plus longtemps qu'on pourrait le penser, mais est passée sous silence. Donc l'Automobile Magazine publiait un panel des consommations des hybrides rechargeables. Même si l'article pointe des bons et mauvais élèves, toutes les autos présentées sont très loin des consommations annoncées, ce qui révèle un réel malaise. De plus, les journalistes qui ont effectué les essais sont des professionnels ayant pour la plupart une bonne connaissance du fonctionnement des autos. Alors que penser des résultats qu'on obtiendrait avec le citoyen lambda et les connaissances moyennes qu'il a du bon usage de sa voiture? Et en dehors de la consommation, intéressant le PHEV? Pour beaucoup d'utilisateurs, le gros avantage du système hybride rechargeable, c'est clairement de ne pas changer ses habitudes. En effet, à l'utilisation, on peut s'en servir comme n'importe quelle voiture thermique, avec en plus l'avantage de pouvoir le charger chez soi sur une prise domestique. La très grande majorité des batteries sont petites et peuvent donc être chargées sur une prise de courant tout à fait standard. Équipées de prises type 2, elles permettent également de se brancher sur les bornes à courant alternatif qui sont parfois gratuites. Pourtant, du fait même de la petite taille des batteries, les PHEV sont trop souvent équipés de chargeurs lents, voire très lents. Ainsi, on peut voir trop souvent ces autos garées des journées entières sur des places de recharge et en bloquer ainsi l'accès aux autres usagers. Il serait intéressant de trouver des solutions pour réduire cette nuisance, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais rassurez-vous, on va en parler très bientôt. Autre résultat de ces charges très lentes, pouvant aller de 2 à 5 heures en fonction des modèles, leur usage en tout électrique est limité. En effet, lorsqu'on doit charger aussi longtemps et qu'on a à disposition une solution pour partir de suite en consommant de l'essence, pourquoi s'en priver? Pour ceux qui font de petits trajets quotidiens pourtant, est-il possible dès lors de profiter à plein du système? Eh bien pas vraiment. Lorsque les conditions sont idéales, pourquoi pas? Mais sitôt qu'il fait un peu froid, on se retrouve avec au mieux une diminution importante de l'autonomie, car les hybrides rechargeables sont bien souvent sous-motorisés au niveau électrique. Au pire, l'auto refusera purement et simplement de fonctionner en mode électrique sous certaines températures, comme démontré dans la vidéo de rpmweb.ca que je vous mets dans les fiches et dans la description. On pourrait également se dire que le mode tout électrique pourrait être bien pour se prémunir de la panne d'essence. Eh bien non, comme le démontre l'article de turbo.fr. Par sécurité, si le moteur thermique n'est pas disponible, les PHEV cessent de fonctionner ou dégradent tellement les performances qu'il est dangereux de les conduire sur la route. L'entretien alors? La technologie hybride est complexe, très complexe. Sur une hybride, il y a la complexité du thermique, avec les antipollutions et compagnie, et la partie électrique en plus. Sur une hybride rechargeable, il y a en plus la partie recharge et des modes de fonctionnement supplémentaires. Toute cette complexité va déboucher sur plus d'entretien que sur une voiture thermique et des coûts plus importants. De plus, les batteries sont mises à rude épreuve avec des charges et décharges rapides, ainsi que des niveaux de charge parfois très bas. Ce que n'apprécient pas les batteries. Pas très bon pour la longévité tout ça, même si les constructeurs offrent souvent de bonnes garanties sur cet organe essentiel. Ainsi, l'entretien d'une auto neuve sera aussi coûteux, voire un peu plus qu'une auto classique. Mais et là ça devient important, leurs coûts futurs promettent d'être très élevés, en raison du risque de panne plus important que sur une voiture thermique. La complexité est ici un gros risque, et la batterie est bien plus malmenée que celle des 100% électriques sur le long terme, pouvant causer des réparations plus fréquentes et plus coûteuses. Une hybride rechargeable ou non aura donc une durée de vie au mieux équivalente à celle d'une voiture thermique moderne, et bien loin des voitures électriques. Mais bon, diront certains, les prix d'achat sont tout de même plus avantageux qu'une voiture électrique. Eh bien non, une hybride rechargeable est bien plus chère qu'une thermique et proche des électriques performantes présentes sur le marché. Entre les consommations, l'entretien et le prix, elles sont la pire solution en termes de coût d'utilisation.
Mais alors pourquoi ont-elles tellement la cote? C'est un tout autre facteur qui vient bousculer artificiellement ce tableau pourtant bien noir de l'hybride rechargeable, les incitations fiscales. Pour une entreprise, il est financièrement avantageux de prendre une voiture hybride rechargeable, car elle offre des compensations fiscales absentes des thermiques et hybrides classiques. Pour un gérant de parc d'entreprise, c'est la manière la plus simple de réduire ses coûts. Moins de taxes, possibilité de mettre les véhicules dans les mains de collaborateurs sans changement d'habitude et aucune nécessité d'installer des dispositifs de charge. Tout cela débouche sur un engouement sans précédent pour ce mode de propulsion. Et en plus, ça donne une bonne image, même si c'est contredit par les faits. Alors que les incitations de l'État sont de réduire les émissions de CO2, ces incitations ne font pas le job et débouchent sur un résultat inverse, mais souvent de bonne foi de la part de tous les acteurs. On l'a vu avec le rapport suisse. Les autorités, une fois la réalité des chiffres établie, changent leur manière de faire. Le canton du Valais a été extrême dans sa réaction. Mais c'est possible au niveau d'un petit territoire. C'est bien plus compliqué dans un pays comme la France avec un parc et une étendue aussi importante. Mais alors, que faire pour améliorer les choses? Si on ne peut changer le parc actuel, il est possible d'infléchir la courbe et d'obtenir un meilleur résultat. Tout d'abord, il faudrait réduire rapidement les aides pour les nouveaux véhicules mis en service, afin de réduire leur attractivité. Ainsi, mettre leur fiscalité à une portion non négligeable de celle en vigueur sur les voitures thermiques réduirait son attractivité par rapport à la voiture 100% électrique, tout en évitant un retour au thermique diesel objectivement moins cher à utiliser que les hybrides. Un second volet pourrait être la mise en place d'une suppression ou d'un plafonnement de la récupération de TVA sur le carburant lorsqu'on utilise un véhicule hybride rechargeable. Ainsi, pour les entreprises ayant recours à ce type de véhicule, rouler à l'essence deviendra très vite cher. Le recours à la possibilité de charge sera alors encouragé et les voitures seront mieux utilisées. Et tout cela en faisant des économies sur le budget public. Voilà, on en est à la conclusion de cette vidéo. Que penser des hybrides rechargeables et faut-il en acheter une? En tant que particulier, il est plus sage de se tourner vers une hybride classique si on ne dispose pas du budget pour passer au 100% électrique. Attention, je ne vous parle pas des micro-hybrides qui sont de vraies arnaques à la fiscalité des cartes grises. Je vous parle d'une hybride qui peut se mouvoir en ville à petite vitesse en mode tout électrique sans pour autant être rechargeable. À choisir, personnellement, je prendrais une location pas trop chère pour me permettre de sauter le pas vers l'électrique au bout de quelques années. Voire même mieux, prendre une occasion pour quelques années pour éviter de produire une nouvelle voiture thermique. Pour les entreprises, si vous voulez vraiment passer à l'hybride rechargeable plutôt que l'électrique pur, prenez des autos qui permettent une bonne utilisation de l'électrique, avec une recharge rapide et un moteur électrique assez puissant. L'idéal serait une hybride en ligne, véritable voiture électrique avec prolongateur d'autonomie, mais ces modèles sont désormais rares, voire inexistants sur le marché. Dans tous les cas, pour le bien de la communauté tout entière, sitôt que les conditions sont réunies, passez au 100% électrique qui est bien plus agréable et performant que toutes ces solutions hybrides qui ne combinent finalement que les inconvénients de toutes les autres solutions réunies. Pourtant, il reste une résistance tout à fait légitime à l'adoption de la voiture électrique. Et j'ai nommé le réseau de recharge public. Mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo du Choucroute Garage. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien, ciao! Bon, bah ça c'est fait, c'est tourné, maintenant plus qu'à monter. Ah tiens, vous êtes encore là? Bon allez, pour ceux qui sont venus jusqu'au bout, je vous spoil le truc. La vidéo sur le réseau de recharge public est pour vendredi. Ne la manquez pas et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!